Et voilà, écoutez, il est 13 heures. On avait prévu de démarrer à l'heure. Il est vraiment l'heure. Merci de participer à ce webinaire sur le management selon Jaurès. Donc, je me présente, je suis Florian Mentionne. J'ai créé le Florian Mentionne Institut il y a de cela 50 ans. Donc, malgré mon jeune âge, ça fait 50 ans que le cabinet existe et propose à ses clients la palette complète dans le domaine des ressources humaines, c'est-à-dire du recrutement, de la formation, de l'outplacement, des biens de compétences, des outils humains et organisationnels. Tout ceci après avoir fait Sudeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et une licence de Sciences Éco que j'ai terminée à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Voilà. Thomas, mon cher Thomas, puisqu'on anime ensemble ce webinaire, qui es-tu? Alors, qui suis-je? Je m'appelle Thomas Valero, je suis chercheur en sciences sociales, je suis docteur en histoire de l'université Paul Valéry. J'ai rédigé ma thèse sur la mémoire de Jean Jaurès de 1914 à nos jours. Donc, ça tombe bien. Donc ça tombe bien. Et, avec Christian Mali, c'est ça? Avec Christian Mali, donc un historien plutôt connu normalement des Montpelliérains et même de partout en France. Et je suis actuellement secrétaire général du groupe majoritaire à la ville de Montpellier. D'accord. Alors, l'origine de ce livre que nous avons rédigé ensemble, Thomas et moi, l'origine de ce livre est assez amusante, puisque ça a démarré par le bouquin sur le management sur Napoléon, où j'ai interviewé Napoléon à Sainte-Hélène. Ensuite, j'ai interviewé Jésus lors de la Seine. Et ensuite, j'ai interviewé 42 philosophes, voilà, avec mon ami Pierre Didot. Et le dernier bouquin sur le management, c'est le management selon les animaux. Donc, il me semble logique de continuer dans cette même veine et faire un livre sous la forme d'une interview. Alors, comment on a travaillé? J'ai posé un certain nombre de questions à Thomas qui m'a répondu. Et ce livre recense des questions-réponses et surtout établit une synthèse pour déterminer le mode de management de Jaurès, puisqu'on a identifié 7 piliers importants de management que l'on va voir tout à l'heure. Voilà. Alors, en plus, il y a une belle préface. Oui, une préface de M. Gilles Candard, qui est président de la Société d'études jaurésiennes, historien connu, reconnu nationalement et internationalement de l'histoire des gauches, spécialiste de Jean Jaurès, et un des coordinateurs avec Madeleine Robert-Hioux, Marion Fontaine et M. Prochasson, Christophe Prochasson, des œuvres de Jean Jaurès qui ont été publiées chez Fayard. Et donc, il a eu la gentillesse et l'amitié de nous rédiger une préface qui donne bien le sens de ce projet, qui est à la fois une gageure et un amusement, mais aussi un travail sérieux. Voilà, c'est très sérieux. Et une vision aussi très originale de ce que doit être une autre façon de faire l'histoire. Voilà. Et on a une belle postface. Oui, il me semble, de Michael Delafosse, mais sur ce point. Voilà, c'est le maire de Montpellier et le président de Montpellier Métropole. Voilà. Donc, vraiment un livre complet. Et on a rajouté en fin de livre un certain nombre d'annexes. Et oui, parce qu'on s'est dit que ce livre, s'il voulait donner du sens à la fois et rendre hommage à Jaurès, il devait aussi rendre hommage à sa parole pour ne pas la dénaturer. Donc, vous a proposé quelques textes qui sont à la fois des incontournables. Donc vous y retrouverez bien évidemment des discours sur la laïcité, donc le fameux discours pour la laïque, des discours qui sont connus sur différents sujets, mais par exemple des textes qui le sont un peu moins, cités, quelquefois tronqués, quelquefois réutilisés, comme un texte sur la misère des patrons, qui est un texte qui mérite d'être lu et relu pour comprendre l'intérêt et la complexité de la pensée de Jean Jaurès. Donc, à cet effet, on va dire que tout cela vous permettra d'envisager à la fois la vie, l'œuvre, mais aussi le management selon Jean Jaurès. Ok. Allez. Donc, on va démarrer, donc, puisque on connaît Jaurès en tant que professeur, philosophe, homme politique. Peut-être que tu as intérêt à nous présenter de manière globale qui est Jaurès, Thomas. Très brièvement. Déjà, ce qu'il y a de bien, si vous êtes en train de regarder ce webinaire, c'est que vous êtes en train de voir une des rares images animées de Jean Jaurès. Et je dis bien animée, mais muette.
alors que nous avons d'autres images animées, mais non muettes, par exemple de Clémenceau. Et donc, c'est une des choses qui manque le plus aujourd'hui pour nous, c'est quand même d'entendre la voix qui caractérisait le tribun, Jean Jaurès. Donc, Jaurès qui a un parcours, on va dire, presque archétypal de ce qu'est au XIXe siècle l'homme politique complet. Alors, homme du Midi, puisqu'il est né à Castres, avec un parcours, un cursus universitaire avec normalien, agrégé de philosophie en même temps que Bergson. Il revient, il travaille à la Dépêche, il est journaliste, élu homme politique avec les Républicains, puis progressivement va se rapprocher des socialistes, va ensuite devenir directeur et fondateur du journal L'Humanité. Il participe à la création de la verrerie ouvrière d'Albi. C'est un homme assez complet à la fois dans son œuvre, puisqu'il va publier à la fois des articles, mais aussi des livres, comme L'Épreuve, et un parcours très riche dans un certain nombre de domaines, notamment le champ politique. Ok, donc présentation complète. Mais il manque, dans cette présentation classique que tout le monde connaît, il manque un aspect qu'on a voulu mettre, on a voulu titiller un petit peu, mettre en exergue, c'est Jean Jaurès, le manager. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que je pense que c'est original, de tous les livres que j'ai feuilletés, toi que tu as étudié, moi que j'ai feuilleté, on ne parle jamais de Jaurès manager. Et donc, on verra si, en fin du webinaire, on pourra dire c'est un manager ou si c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, la règle de base par rapport à ce webinaire et par rapport à ce livre, c'est que notre rôle à nous, c'est pas de faire du prosélytisme. Hein, c'est pas forcément, on ne veut pas faire rentrer Jaurès dans l'entreprise. Enfin, moi, je ne veux pas faire rentrer Jaurès dans l'entreprise. Moi, oui. Mais en plus, je dirais, c'est pas forcément un modèle de management. On va parler de ces techniques managériales, mais pas forcément pour les appliquer globalement. En revanche, je crois que c'est plus un prétexte pour réfléchir sur différents types de techniques managériales et de voir si aujourd'hui, en 2026, on peut appliquer certaines techniques et comment les appliquer. Donc voilà l'objectif modeste que l'on s'accorde. Voilà. Ah oui, c'est tout à fait ça. Allez, les 7 piliers. Premier pilier, donc alors n'hésitez pas dans le chat de nous poser des questions, de nous interpeller, on y répondra bien volontiers. Allez, premier pilier, donc se sentir investi d'une mission. Alors, si vous prenez un bouquin de management aujourd'hui, jamais vous verrez comme technique managériale se sentir investi d'une mission. Et pourtant, je pense que le manager n'a pas une simple mission à accomplir. Il doit se sentir investi d'une mission. C'est à lui à trouver sa place dans l'entreprise et à l'occuper en entier, je dirais en fait. Et il va se sentir investi dans cette mission s'il peut utiliser de manière complète ses compétences, en rajoutant un supplément d'âme, en rajoutant un objectif ambitieux en fait. Je crois que l'action de tout manager s'inscrit dans un projet d'entreprise et qui s'appuie sur des valeurs. Et là, Jaurès, il n'a pas un projet d'entreprise, il a un projet de société. Voilà. Et les valeurs, ce sont des valeurs socialistes. Voilà. Donc la comparaison entre le manager d'aujourd'hui et l'homme Jaurès, avec ce projet de société et ses valeurs, la liaison, elle est toute faite, en fait. Voilà. Le manager, il travaille dans une action collective. Le manager, ce n'est pas un exécutant. Ce n'est pas un simple bon exécutant. Il doit être conscient de ses valeurs, il doit être conscient de ce qu'il veut obtenir. Alors, de quelle manière, donc, Jaurès, on peut dire qu'il se sent investi d'une mission? Alors, pour compléter ce que disait Florian à l'instant, c'est qu'il faut imaginer que quand Jaurès dit qu'il veut faire rentrer, on va dire, le socialisme dans l'entreprise, c'est qu'en fait, pour Jaurès, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer aussi la République jusqu'au bout dans l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire prendre part aux ouvriers, aux salariés, à l'action collective à l'intérieur de l'entreprise. Comment est-ce qu'on intéresse à l'action de l'entreprise les salariés et l'ensemble des agents.
Alors bon, un exemple qui est fameux, c'est la verrerie ouvrière d'Albi. Donc la verrerie ouvrière d'Albi, c'est comment, face à une situation, on va dire, de fermeture d'une entreprise, de licenciement massif, les salariés se reprennent en main et créent une coopérative. Donc ça, c'est un des modèles que va défendre petit à petit Jaurès, notamment lorsqu'il va ouvrir les colonnes de l'humanité à l'ensemble du mouvement coopératif. Mais il va avoir aussi une réflexion très large sur comment est-ce qu'on intéresse les salariés à la formation, comment on accompagne par les bourses du travail. Et ça, c'est un des points. Mais comment est-ce qu'on pourrait voir que Jaurès, lui, se sent investi d'une mission, ou comment est-ce qu'on fait pour se sentir investi d'une mission? Ça peut être, par exemple, l'épreuve. Avec l'affaire Dreyfus, Jaurès est, comme beaucoup de ses copains socialistes à l'époque, marqué par une sorte d'antisémitisme de fond, puis il va se rendre compte petit à petit que le capitaine Dreyfus a été accusé à tort, que c'est une machination de l'État, que c'est on va dire un complot, et il va faire un travail de recherche, d'analyse, de précision et de recherche quasi scientifique pour dire non, la vérité, elle se trouve dans l'innocence du capitaine Dreyfus qui a été accusé à tort, et se sentir investi d'une mission, c'est à la fois accompagner le mouvement ouvrier, par exemple, pour la création de la verrerie ouvrière d'Albi, mais c'est aussi donner tout son temps, son énergie et son mandat, parce qu'il va quand même perdre son mandat de député, parce qu'il va soutenir aussi le capitaine Dreyfus à ce moment-là, qu'il va aussi le perdre, parce qu'il a soutenu la verrerie ouvrière d'Albi, là où il aurait dû normalement accompagner les militants de Carmaux. Ça, ce sont des points qui montrent qu'il a une ligne de conduite, et de cette ligne de conduite, de cette mission, il n'en déroge pas à des fins qui sont autres. C'est pas que le court terme qui l'intéresse, C'est le long c'est terme. vraiment le long terme, la vision globale, en fait. Exactement. Mais il a quand même une pilote plutôt de lui-même, quand même. Quand on a aussi autant d'esprit, autant de force, autant d'énergie, c'est difficile de ne pas en Mais avoir. peut-être que c'est le moteur, effectivement, de son action. Ça fait partie des moteurs de son Une bonne action. estime de soi pour pouvoir se dire j'ai un gros objectif, je vais tout faire pour le réaliser. Ça, c'est intéressant. OK. Donc, premier pilier de management, se sentir investi d'une mission. Et là, je crois que tout manager dans l'entreprise aujourd'hui doit être capable de voir le projet entreprise, les valeurs et tout faire pour le réaliser. Deuxième pilier intéressant, la solidarité. Pareil, vous prenez un programme de management aujourd'hui, vous ne verrez pas, en gros, la solidarité technique managériale. Et pourtant, je crois que le manager, aujourd'hui, doit être solidaire de ses collaborateurs. Parce qu'il sait que la réussite n'est pas individuelle, la réussite est collective. Et il faut qu'il devienne un maillon d'une chaîne entrepreneuriale, en fait, le manager. Je crois que son comportement solidaire doit dépasser le côté altruiste, générosité ou la simple convivialité. Hein. Le manager, il fait corps avec le groupe. Il s'identifie au groupe. Il est le groupe, en fait. Hein, donc, il est acteur de la cohésion sociale. Et là, sa solidarité, elle va s'exprimer au travers de l'aide à la réalisation des objectifs de ses collaborateurs. Hein, il va les aider à réaliser leurs objectifs. Et donc, il y a cette notion, peut-être passer à la deuxième slide. En fait. Voilà. Solidarité, effectivement. Donc, il doit tout faire pour aider ses collaborateurs à réaliser ses objectifs, hein, dans cette notion de solidarité, en fait. Hein. Être solidaire, c'est pas être égoïste. Être solidaire, c'est faire preuve de courage, en fait. Hein. Être solidaire, c'est savoir répartir équitablement le travail à faire dans son équipe de collaborateurs. Être solidaire, c'est prendre le temps d'écouter l'autre, de le comprendre, de l'encourager, de l'aider à grandir. Et l'aider à grandir, c'est notre leitmotiv, hein, le management public, c'est ça en fait. Hein. Donc voilà, en ce sens-là, aujourd'hui, le manager doit être solidaire. Et Jaurès. Alors, pour Jaurès, c'est le point, on va dire, découle du premier. Si on se sent investi d'une mission, il faut malgré tout porter, on va dire, cette solidarité. C'est pas tout seul, voilà, pas tout seul qu'à le faire. C'est pas par une opération, on va dire, quasi divine. Là, c'est une volonté, et cette volonté, elle se traduit, par exemple, en solidarité avec ceux qui souffrent. Donc là, on a vu tout à l'heure
le capitaine Dreyfus. On a vu également la verrerie ouvrière d'Albi, où on sait que les ouvriers verriers devaient boire jusqu'à 20 litres d'eau face à des conditions de travail qui sont déplorables. Cette solidarité qui va l'amener justement vers le socialisme, qui est les mineurs de Carmaux et le problème avec leur maire qui va se faire justement retirer son mandat et qui ce travail-là et de solidarité se manifeste, on va dire clairement. Et peut-être que un des autres points qui peut nous intéresser sur la solidarité, c'est la solidarité internationale entre les travailleurs, qui sur un des points pour amener jusqu'au terme, d'où l'illustration avec cette photo, qui est une photo iconique et qui illustre également le bouquin, c'est celle du Pré-Saint-Gervais, où on voit en fait Jaurès en train de dire il faut lutter contre la guerre, et donc lutter contre la guerre, ça passe par l'union de tous les travailleurs pour empêcher que la guerre n'éclate. Ça, c'est un des autres points par rapport à la solidarité. Alors, dans le chat, on me demande quand est-ce qu'on pose des questions. Posez les questions en permanence, en fait, n'hésitez pas. Hein. J'ai vu que Béatrice parlait d'intégrité. On peut appeler ça l'intégrité. Oui, au-delà de se sentir investi d'une mission, être intègre, c'est important, bien sûr. C'est même ce qui caractérise sans doute l'action et la pensée et le moteur de Jaurès. Si on n'est pas intègre, si on n'épouse pas la ligne de conduite, Clémenceau disait ce qu'il y a. Non, Gued, pardon, parce que Clémenceau, c'est une autre formule. Jules Gued disait ce qu'il y a de bien avec vous, Jaurès, c'est que systématiquement, les paroles collent avec l'action. Donc, si on n'est pas intègre dans ses paroles et dans ses actes, visiblement, on a perdu une partie de aussi sa propre action et de sa propre conscience. Bien sûr. Puis il y a un côté désintéressé. Dans l'intégrité, il y a un côté désintéressé. Et il est totalement désintéressé. Comme tous les vrais militants, normalement, c'est désintéressé. C'est pas l'enrichissement personnel. C'est pas ça, c'est une autre affaire, mais je vous laisse à cette considération. Je sens que ça va être joyeux. Je plaisante. Voilà, donc deuxième pilier de management, le côté solidarité, et c'est important. Troisième pilier, on doit avoir, voilà. Troisième pilier de management, c'est la pédagogie. Et ça, la pédagogie, dans les bouquins de management, on en parle. Parce qu'effectivement, le bon manager, c'est celui qui sait expliquer les choses, qui sait tracer un axe et qui sait expliquer la manière dont on va atteindre les objectifs. En fait. Donc la pédagogie, c'est au sens même, c'est l'essence même du management en fait. Hein. Le bon manager, il sait comment faire passer son message, c'est-à-dire qu'il sait s'adapter à l'autre. Il ne va pas envoyer un mail, une copie au monde entier en disant « je le dis ». Non, le bon manager, c'est celui qui sait expliquer les choses. Et du reste, cette notion d'expliquer les choses, elle peut se faire de différentes manières. Le côté storytelling, pour prendre un mot un petit peu à la mode, c'est bien la manière à droite pour se faire comprendre. Et de tout temps, on a vu ça. Les fabulistes, c'est ça. Ésope, c'est ça. La Fontaine, c'est ça. Florian le fabuliste, c'est ça. Prendre des images, des fables pour faire passer son message. Napoléon, pareil. Napoléon, il disait un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. C'est ça le fait d'être pédagogue. Et je passe sur Jésus avec ses paraboles, en fait. Hein, donc, c'est l'exemple le plus classique, en fait. Hein. Donc, on a besoin, dans la pédagogie, de faire de la répétition. Et le manager doit répéter les choses en permanence, tous les jours. Il doit être exemplaire. Un bon pédagogue, c'est celui qui est exemplaire. Hein, il porte en lui les messages à faire passer. Et puis, le manager pédagogue, il est assertif et bienveillant. C'est l'ensemble global d'un bon manager, en fait. Hein. Alors, pour Jaurès, c'est presque plus facile parce qu'il y a du trop. C'est ce que j'allais dire. Comme il disait lui-même, c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à la source. Donc là, on a de La Fontaine, on a de la parabole, on a du Jésus,
Donc, c'est pour bien montrer, et en même temps, ça dénote aussi de ces caractéristiques dans le discours qui ont été étudiées par plusieurs historiens, c'est cette capacité aussi de mettre dans un vocabulaire choisi, dans une exigence du propos, qui montre aussi l'exigence du pédagogue, de toujours avoir un vocabulaire choisi, un vocabulaire large, des références qui sont très hautes, c'est un homme bien évidemment d'une culture extraordinaire. Il réfléchit en grec ancien. Il pense aussi en latin. Il prépare et griffonne sur des petits carnets qui ne sont pas plus grands que la moitié de ma main. Quelques mots jetés ça et là pour apporter justement dans le fil de son discours des illustrations, des propos, pour donner du sens et rendre intelligible sa volonté et son discours. Mais plus encore pédagogue, lorsqu'il est journaliste, et il est journaliste quasiment quotidiennement, puisqu'il va écrire de manière très régulière quasi 2 articles par semaine au journal La Dépêche, qui existe encore, La Dépêche du Midi, et en moyenne, parce que là je suis en train de faire un travail de recension et donc de retranscription de l'ensemble des articles de Jaurès à l'Humanité, il écrit quasiment tous les 2 jours dans l'Humanité. Et dans ces articles, il fait à la fois l'éditorialiste, ce qui n'existait pas, c'est, on va dire, quelque chose de neuf, les éditos et le caractère éditorialiste polémiste. Il le fait tous les jours, mais il le fait tous les jours pour expliquer à la fois sa propre action au sein du Parti socialiste, sa propre action au sein de la Chambre des députés, son action au sein de l'International, et donc il fait de la pédagogie de masse. Il le fait aussi lorsqu'il est en meeting, et par exemple lorsqu'il est en meeting à Béziers ou à Nîmes, il le fait dans un discours où il le fait avec les mots choisis, avec un vocabulaire très précis, mais il le fait aussi dans une langue qui va être de l'occitan. Donc c'est pour pouvoir capter, faire adhérer, faire comprendre, et c'est aussi ça aussi la force de la pédagogie de Jaurès, s'adapter à son public tout en maintenant un très haut niveau d'exigence, c'est sans doute ce qui le caractérise dans son management. Alors, tu disais qu'il écrivait beaucoup d'articles. Je peux t'embêter un petit peu. Est-ce que je peux te titiller? Je vais le titiller parce que donc, dans le livre, page 54, je pose la question suivante à Jaurès. Je lui dis, vous êtes payé plus ou moins 100 francs par article. 100 francs par article. Vous entendez Thomas dire qu'il en écrivait 2 ou 3 par jour. Voilà. Donc, vous écrivez, vous êtes payé plus ou moins 100 francs par article. Vous sentez-vous privilégié par rapport aux ouvriers que vous défendez et qui gagnent environ 14 francs par semaine. Donc, le reste était payé 100 francs par article et l'ouvrier basique gagnait 14 francs par semaine. C'est ce qu'il me répond, Jaurès. Il me répond, la question me paraît mal posée. Je maintiens. La question est mal posée. Enfin, il y a une différence. Hein. Il y a certes une différence. La question, mais c'est ce qui avait entraîné d'ailleurs un débat assez houleux sur la répartition de la richesse et de la valeur ajoutée que l'on produit derrière. Ça, c'était le sujet qu'on aborde un tout petit peu plus loin, qui méritera sans doute un échange plus fourni. Mais en somme, dire que 100 francs, bon, c'est 100 francs, je viens de vous dire, il écrit un article tous les 2 jours pour l'Humanité. Pour les 100 francs en question, c'était pour le journal La Dépêche du Midi. Et La Dépêche du Midi, outre le fait d'être un journal, on va dire, très large dans son audience, à la fois parce qu'il accueille en son sein des républicains, des radicaux, des radicaux socialistes et des socialistes comme Jaurès, c'est pour ouvrir très largement son lectorat. Et plus que la question de son lectorat, c'est que la Dépêche du Midi est aussi dans une stratégie d'avoir des plumes et des plumes de qualité. Clémenceau écrit aussi très régulièrement à la Dépêche du Midi, et c'est pour, on va dire, fidéliser son lectorat par des grandes plumes,
et par la qualité aussi que l'on paye. Il est normalien, c'est une personnalité et une référence, donc c'est une stratégie, on va dire, qui est commerciale. Puis Jaurès, ce n'est pas Jésus, il n'est pas là pour souffrir sur la croix. Mais il est quand même aussi libre avec ses enfants. Il est quand même privilégié quoi, par rapport à. Il est privilégié, mais ça ne l'empêchera pas. Mais ce qui ne l'empêche pas, par exemple, il est directeur de publication de l'Humanité. Quand l'Humanité va mal, il est le premier à dire « je ne me verse pas de salaire ». Voilà, là c'est la solidarité. Dans le chat, il y a quelqu'un qui pose une question sur la solidarité. Voilà un exemple de solidarité. Vous n'hésitez pas à partager, je ne sais pas si Mélenchon, il partage sa rémunération. Il faudra demander. On va lui demander. Dimanche, il passe à Montpellier, on va lui poser la question. Voilà. La solidarité, c'est ça. La congruence, c'est ça. Hein, mettre en harmonie ce que l'on dit, ce que l'on fait. Alors, et là, de ce côté-là, c'est bien. Donc, il est congruent. Il est congruent. Donc, il y a une question. Il y a une question. C'est bien la pédagogie, mais est-ce que c'est bien Oui, oui. C'est bien la pédagogie, mais est-ce qu'on le pratique? La pédagogie, l'enseignant a-t-il appris ce pilier de Jaurès? Dans quel contexte Jaurès a-t-il fait référence à l'âme des enfants qui est le Jaurès d'aujourd'hui? Ah, ça, c'est une vraie question. Et deuxième question, et comment faire face aux nouvelles générations qui voient le travail comme un accessoire, la pédagogie? La répétition est usante, car le public, et je parle de la fonction publique, ressent un intérêt limité. Oula, mais il y a plein de questions. Ben oui. Pourquoi répéter les choses tous les jours? On se lasse de le faire, mais que pratique-t-il le manager d'aujourd'hui? Là, la répétition, là, je peux répondre, il faut répéter tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas de manière peut-être stérile, en fait, hein, mais en changeant les termes, les images, mais il faut répéter. On dit que la répétition fixe la notion en pédagogie et c'est un acte qui est réel pour Jaurès parce que faire des discours, faire des machines à discours, c'est-à-dire répéter régulièrement aussi pour porter, c'est aussi propagander. Et Jaurès a fait de la propagande, ce qui est normal. Tout homme politique fait de la propagande, c'est-à-dire il veut faire adhérer à ses idées. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que répéter, c'est fondamental, que ce soit dans un cadre qui soit un cadre public ou dans un cadre d'entreprise. Ça ne coûte rien de répéter, puisque ça permet aussi, à la longue, de faire adhérer si cela est fait intelligemment. Parce que si c'est fait de manière stérile, ça ne marche pas. Il y avait une autre question qui concernait sur la vision du travail par les nouvelles générations. Peut-être qu'on peut se le réserver sur la suite. D'accord, ok. Et la pédagogie après ce pilier de Jaurès, quelle référence pour l'âme des enfants? Alors, pour l'âme des enfants, vous tenez en vos mains l'âme des enfants, c'est une lettre qu'il adresse aux instituteurs avec qui il n'a jamais coupé le lien. Il va écrire une lettre. Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez entendu parler de cette fameuse lettre que le ministère demande à ce qu'on la lise normalement en début d'année. Oui. Ou à une période donnée, je crois que c'était dans le cadre des attentats, vous tenez en vos mains l'âme des enfants. Et pourquoi est-ce que ça a du sens de parler de faire référence à ce Jaurès et quel est le Jaurès d'aujourd'hui? C'est une construction, le Jaurès d'aujourd'hui, mais pour ça, je vous invite plutôt à lire ma thèse ou lire le management selon Jean Jaurès. C'est une construction puisque aujourd'hui, tout le monde se le dispute, c'est la preuve. Ce ne sont pas nécessairement des socialistes qui ont appelé à lire Jean Jaurès, c'est parce qu'il a un caractère universel. Et c'est ça qui sans doute nous intéresse et nous a intéressés avec Florian. Allez, quatrième pilier, la fidélité. Alors la fidélité, en entreprise aujourd'hui, elle peut sembler surprenante quand on parle management, et pourtant, le manager doit être fidèle par rapport à son entreprise, il doit être fidèle par rapport à son équipe, il doit les aider. La parole donnée, c'est quand même important. Elle est sacrée. Hein. Le bon manager, il va dire ce qu'il va faire et puis il va faire ce qu'il va dire. Bien sûr, cette fidélité, elle va transparaître côté son exemplarité. Les gens seront d'autant plus fidèles à l'entreprise
on va fidéliser plus facilement les collaborateurs si les collaborateurs se sentent dans une entreprise animés par un bon projet d'entreprise, par les valeurs et surtout le respect de ces valeurs, en fait. Donc ça, c'est important. Et je crois que Jaurès, lui, il a porté une attention toute particulière à la fidélité, dans tous les domaines. Oui, déjà sa femme. C'était un préalable, un minimum requis, mais au demeurant assez rare pour l'époque. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec Clémenceau sur un autre point. Bon, Clémenceau, c'est connu qu'il était aussi coureur que batteur, que battleur. C'est le Epstein de l'époque. Non, je ne pense pas qu'il en était. Non, non, là, je pense que le parallèle n'est pas bon. C'était un homme quand même du. Voilà. Non, là, plutôt, Jaurès, fidélité à sa femme, fidélité à ses amis, mais aussi fidélité dans sa propre parole et dans les paroles qu'il a pu tenir à l'occasion de son vivant, de l'édition de ses discours. On va découvrir de ses discours, notamment on va dire de député à la Chambre. Il est élu, je vous l'ai dit tout à l'heure, député républicain, notamment auprès du courant de Jules Ferry. Et Jules Ferry, c'est le courant impérialiste, c'est un courant qui, on va dire, sur les années 1910, il y a quand même plus de 30 ans, c'est comme si, pour vous faire un parallèle, on commence avec... oui, voilà. Pour donner un parallèle, c'est on veut commencer socialiste, mais socialiste avec Mauroy, et on finit avec Manuel Valls. Le parallèle est large. C'est ça que j'essaie de signaler, même si il peut y avoir des filiations. Mais c'est pour dire qu'il a une fidélité, il ne s'en départit jamais. Et il le fait avec ses idées, avec ses projets. Et il dit, ça fait aussi partie de moi. Et c'est peut-être ça le plus important, d'être fidèle à son histoire pour pouvoir avancer, produire et revenir aussi et dire qu'il s'est trompé. Par exemple, sur le capitaine Dreyfus, il a évolué. Il le dira lui-même. Oui, je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'il fait un voyage en Algérie et que là-bas, c'était le vieux fonds de commerce. Dans le socialisme, qu'on soit très clair. Il y a des études, il y a une étude, je pense que je trouverai plus, si on peut le rajouter, je trouverai l'étude sur l'antisémitisme comme un moteur du socialisme en Algérie. C'était aussi ça, mais c'était une autre époque et il faut faire attention. Il faut aussi le resituer dans son temps, Jaurès. C'est ça le plus important. À propos de Jules Ferry, je te pose. Vous allez perdre les jeunes. Je te titille en rappelant ce que disait Jules Ferry en 1885. Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Il était quand même bon, Jules Ferry. C'est un homme de son temps. C'est un homme de son temps. Voilà. Ça n'excuse rien aujourd'hui pour nous et pour moi personnellement, c'est intolérable. Ah oui. Mais c'est un homme de son temps. Avec toute une pensée qui est aussi la pensée coloniale, qui va être la question de l'éducation des peuples, la question de ce que doit être une colonie, de ce que doit être la colonisation. Et ça c'est un point qu'on doit voir avec distance et qu'il faut replacer dans son contexte. Jaurès, il y a un très bon petit livre d'anthologie qui, en fait, permet de montrer l'évolution de Jaurès sur tout ce qui concerne le colonialisme. Et on sent bien dans les écrits de 1880 et les écrits de 1910-1914 avec la crise au Maroc, la crise en Tunisie, la crise en Algérie, les guerres qui ont lieu en Afrique, son cheminement intellectuel montre bien que lui, ce qu'il veut, c'est l'universalisme entier. Il ne considère pas qu'il y a des peuples à éduquer ou s'ils doivent être accompagnés, cela doit se faire dans un cadre de celui de la raison des Lumières, pas celui de l'alliance du sabre, du goupillon et surtout de la grande finance. Allez, cinquième pilier de management.
selon Jaurès. Le courage opiniâtre. Alors, courage opiniâtre, on a bien réfléchi pour caractériser ce pilier. Le courage, c'est très important pour les managers d'aujourd'hui, bien sûr, mais il nous a semblé que chez Jaurès, il y avait ce côté opiniâtre, important, on ne déroge pas certaines choses. Voilà, là on est en entier. Je crois que aujourd'hui, le manager doit faire preuve de courage, c'est évident. Il doit prendre en permanence des décisions, des micro-décisions, je dirais, en fait, hein, parce que les décisions à 5 ans, à 10 ans, c'est bien, mais le quotidien du manager, c'est en permanence de décider. Et de décider rapidement, parce que les collaborateurs, ils n'aiment pas la procrastination de leur N+1, de leur chef. Ils veulent des décisions rapides. Alors moi, je ne prône pas pour un manager qui décide, qui tranche rapidement. Il doit écouter, il doit rechercher le consensus, voilà, hein, il a comparé, bien sûr. Mais un manager doit quand même avoir le courage de prendre rapidement ses décisions. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est le côté opiniâtre. Opiniâtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va insister. On va insister pour, d'une part, prendre la bonne décision, mais surtout, voir de quelle manière elle s'applique. Et c'est le côté opiniâtre qui est intéressant. C'est prendre une décision, c'est facile, c'est presque facile, mais surtout, qu'est-ce que ça devient? Et comment on accompagne l'application? Parce on ne délègue pas. Enfin, on pourrait déléguer l'application, mais on est responsable en tant que manager de la manière dont la solution va être adoptée. Donc, c'est important. Et chez Jaurès, je crois qu'il y avait d'une part ce courage de prendre des décisions, mais de voir son application. Voilà. Donc, courage pour prendre une décision et opiniâtreté pour la faire accepter et la faire vivre. Et quelqu'un a fait remarquer dans le chat, alors je crois que c'est Mohamed, oui c'est ça, fait remarquer qu'on n'aime pas le terme d'opiniâtre. Ah. Alors certes, ça paraît rebutant de prime abord, mais il faut comprendre opiniâtre dans un sens extrêmement positif. On a dit opiniâtre, on n'a pas dit têtu. Bien sûr. Et quand je dis on n'a pas dit têtu, c'est ni têtu ni borné. C'est le courage opiniâtre parce que Jaurès ne dit pas qu'il a raison sur tout. La preuve, il dit qu'il évolue et que sa pensée est elle-même évolutive. Et surtout, quand Jaurès, on dit qu'il est opiniâtre, c'est s'il veut faire adhérer à son projet, il va prendre le temps parce que c'est un homme qui prend la mesure de tout. Et quand je dis prend la mesure de tout, c'est que c'est, on l'a vu tout à l'heure, un homme exigeant dans ses relations, exigeant dans son travail, exigeant dans sa méthode, exigeant dans sa volonté. Et quand il crée l'humanité, il va être opiniâtre parce qu'il veut porter ce projet jusqu'au bout. Il le fait en chef d'entreprise, puisqu'il va créer son entreprise qui est l'humanité, pour pouvoir porter un projet qui est plus grand, le dépasse. Et si on dit on n'aime pas être opiniâtre, lui pourtant, je pense qu'il est opiniâtre, et on pense qu'il est opiniâtre dans à la fois sa volonté, sa manière de faire, et surtout son exigence à toujours recalculer les paramètres, réécouter, avoir une vision, comme ce qui vient d'être dit à l'instant. S'il est visionnaire, c'est qu'il a aussi une analyse percutante, profonde, qui pourra être remise en cause. Mais comme elle touche à l'universel, ben lui, il est convaincu de ce qu'il est en train de dire. Donc, il fait un travail pour faire adhérer autour de lui. Donc, il reste fidèle à son projet. En somme, plus il est droit, et plus il fédère, plus il est opiniâtre, et plus il avance, et plus il entraîne les gens avec lui. Et c'est ça qui est un pilier, certainement, de son management. Et ces valeurs sont complémentaires, en fait, hein, c'est ça. Voilà, le côté opiniâtre, c'est qu'il n'en néglige aucune, en fait. C'est ça, exactement. Comme un bon manager dans l'entreprise. Il doit être concluant, il doit être assertif, il doit être bienveillant. Il y a plusieurs qualités. Il n'y a jamais une qualité première qui émerge, en fait. Hein. C'est un ensemble de qualités. Exactement. Sixième pilier,
On va assez vite, parce que dans le livre, c'est très bien détaillé en fait. 6e pilier de management, l'empathie. Bon, ça c'est déjà plus classique. Dans tous les bouquins de management d'aujourd'hui, on vous parle d'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place des autres, à se mettre dans la peau des autres pour mieux les comprendre. Pas forcément pour les approuver, mais pour comprendre leurs réactions, pourquoi ils ont fait ceci. Un manager qui en a marre de voir un collaborateur arriver en retard, peut-être qu'il a intérêt à faire preuve d'empathie, se mettre à sa place. Et essayer de comprendre. C'est-à-dire connaître les difficultés que cette personne a par rapport à ses enfants, par rapport à son conjoint, par rapport aux embouteillages de la ville, etc. Si on se fait à la place de l'autre, on comprend mieux. Pas forcément pour l'approuver, mais pour mieux le comprendre. Par rapport au délai, par rapport à la surcharge de travail, si on ne se met pas à la place de ses collaborateurs, on ne pourra jamais comprendre pourquoi il y a du retard dans les délais, des maladresses dans la qualité. Peut-être qu'une surcharge de travail, ça laisse comprendre. Voilà. Et pareil pour le syndicalisme, en fait. Donc, si je ne me mets pas à la place du syndicaliste, je ne vais pas comprendre pourquoi il réagit comme ceci, en fait. Oui, parce qu'il y a, en fait, chez Jaurès une volonté, c'est celle de toujours à la fois se mettre à la place de l'autre et donc changer son propre point de vue, mais aussi, et c'est sans doute important, se dire si je ne fais pas preuve d'empathie, si je ne me mets pas à la place de l'autre, si je n'étudie pas aussi sa situation, j'ai quelque part un peu échoué à donner un discours de vérité. C'est à la fois s'informer, d'où ces lectures abondantes. C'est un homme qui peut lire entre 2 et 3 livres par jour, en plus de ses activités. Je vous rappelle que les temps de trajet en train ne sont pas les mêmes. Et c'est, on va dire, l'homicide hominicide du socialisme à l'époque. Donc, il fait le tour. Il se déplace, donc, pour prêcher la bonne parole, il prend le train. Il en a pour 30 heures de train. Il faut à l'époque 52 heures pour rejoindre Paris à Castres, Albi, Carmaux. Donc 52 heures de. C'est comme Napoléon dans sa calèche, il travaillait en fait. Donc, c'est dossier, il bossait. Et donc c'est un homme qui travaille en permanence. Donc comme il se saisit de toute l'information disponible, de toutes les lectures disponibles, forcément son empathie ne peut que croître. Surtout quand il rencontre, on va dire, tous les corps de métier et tous les champs de la société, puisqu'il fréquente aussi bien les salons aristocratiques qu'il ne fréquente les milieux des travailleurs. Alors, dans notre livre, il y a un passage savoureux concernant la répartition de la valeur créée par l'entreprise. Pour faire simple, je vous invite à lire attentivement ces quelques pages-là. Elles valent leur pesant de cacahuètes. Pour faire simple, l'entreprise crée de la valeur, donc un gâteau, si vous voulez en fait, un gâteau, et ce gâteau, on va le répartir. Il y aura une part pour les salariés, une part pour le capital, une part pour les fournisseurs, une part pour l'État, etc. Voilà. Et systématiquement, on va dire les syndicalistes veulent à tout prix augmenter la part pour les salariés, ce qui est une bonne chose en soi en fait. Mais alors, leur manière de réfléchir, d'après moi, elle est quand même bizarroïde. Parce qu'ils te disent, aujourd'hui, dans l'entreprise, dans telle entreprise, par exemple, les salaires représentent X% des charges. Et donc, X%, peu importe. Et donc, ils disent, nous, ce qu'on veut demain, c'est pas avoir X%, mais Y%. Donc, augmenter la répartition pour les salariés. Et là, moi, je dis, plutôt que de se battre sur ce pourcentage à augmenter, avec le même gâteau, moi, ce que je propose, ce que je suggère, et je reste à du mal à le comprendre, ça, ce que je suggère, c'est d'augmenter le gâteau. Si je monte mon gâteau, et si je garde le même pourcentage, c'est même X%, X% d'un petit gâteau, c'est différent de X% d'un grand gâteau. Et donc, demain, si l'entreprise, tous ensemble,
augmente son chiffre d'affaires, augmente son bénéfice, ben forcément, la répartition va faire que ben, les salariés vont gagner plus. Voilà. Et là, l'empathie, dans certains cas, je crois que ça passe mal. Oui, l'empathie du grand patronat qui est à côté de moi. Puisque je lui ai expliqué qu'il est en train de négocier la taille de la miette. Puisque C'est pas une miette, c'est pas une miette. Si, puisque si vous grossissez le gâteau, si vous avez déjà vu un canard, si vous le grossissez avec un petit gâteau, mais si vous le gavez avec 2 ou 3 gâteaux bien plus gros, vous aurez un très bon foie gras, mais c'est la même chose là. C'est la même chose, puisque la question qui est posée, ce n'est pas une question d'empathie, c'est une question de raison. Je crois que d'ailleurs, c'est le dernier point que l'on soulève c'est l'exigence. C'est le dernier point, le dernier pilier qu'on met en avant. Si on met en avant cette exigence, c'est cette exigence de raison, c'est cette exigence de partage, cette exigence aussi de vérité dans le travail, dans l'entreprise et la démocratie jusqu'au bout. La République, c'est la démocratie jusqu'au bout et ça va aussi bien dans l'entreprise que dans la société. Si, comme on écoute Florian dire qu'en augmentant le gâteau, on augmente la part, oui, mécaniquement, oui, mais on augmente aussi la part pour le grand patron. Et alors, c'est pas gênant, c'est gagnant-gagnant. Non, ce n'est pas gagnant. Puisqu'on ne fait que négocier la taille de la miette. Puisque la question, elle n'est pas dans l'augmentation de la part. Elle est seulement dans l'augmentation de la miette. Puisque ce que demande Jaurès, c'est simplement d'intéresser et de rendre. Dans une entreprise, si le commercial gagne beaucoup, bravo. Bravo aussi. Si le commercial il gagne beaucoup, ça veut dire que l'entreprise a vendu beaucoup. Et donc l'entreprise en bénéficie aussi. C'est pas gênant que les gens gagnent beaucoup. Mais à aucun moment, Jaurès va dire c'est indécent, c'est scandaleux, c'est problématique. Peut-être qu'il le dira si, quand bien évidemment, ça devient justement indécent parce qu'il y a des salaires de misère dans cette même entreprise et parce que pour lui, le salariat reste un modèle économique qui est problématique. Parce que c'est justement la renégociation de la valeur ajoutée. Ça, c'est très technique. Bon, je pense qu'il y a quelques chefs d'entreprise, donc ça leur parle, mais la question, elle n'est pas de savoir quelle est la renégociation de la part de la valeur ajoutée à l'intérieur du travail. C'est comme Marx, quand il dit une once de travail égale une once d'or, c'est le même sujet. C'est la question derrière, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le travailleur puisse à la fois s'épanouir, prendre sa place dans la société, trouver son juste salaire. À l'époque, ce sont des salaires de misère. Aujourd'hui, on dit qu'on paye quand on est chef d'entreprise, on paye 2 fois le salaire que l'on paye. Parce qu'il y a une partie qui sont. Toi, tu appelles ça des charges, moi j'appelle ça des cotisations sociales. Parce que ça fait partie à la fois du fonctionnement de la société globale, ça permet la formation tout au long de la vie. C'est aussi quel est le rapport que l'on peut avoir à l'entreprise dans son ensemble. Et plus que l'entreprise, c'est la question de quelle entreprise sociale. Mais quand je dis entreprise sociale, c'est pas pour dire on va socialiser toutes les entreprises de France et de Navarre. Là, l'idée, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte d'intéresser chacun des salariés, chacun des citoyens à son activité dans la cité et dans l'entreprise. Bref, vous avez compris, on n'est pas forcément d'accord, et c'est tant mieux en fait. Le journaliste qui pose des questions à Jaurès, il n'est pas forcément d'accord avec Jaurès en fait. Mais vous aurez des explications dans le livre. Allez, dernier point, dernier pilier, donc on a commencé à l'aborder, l'exigence. Voilà. Et l'exigence, un manager doit être exigeant. Surtout, c'est exigeant vis-à-vis de lui. C'est exigeant vis-à-vis de lui, il peut se permettre d'être exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis des tiers de manière générale en fait. Et cette exigence, elle est fondamentale en fait. On ne peut pas faire des choses approximativement. Voilà, des exigences en termes de délai, exigences en termes de qualité. Un manager doit faire respecter ça. Et il le fera plus respecter qu'il aura l'exiger que c'est lui-même qui est exemplaire. Et pour moi, l'exigence, c'est le reflet de l'exemplarité du manager. Et pour Jaurès, c'est pareil. Il bossait comme un dingue. Donc, s'il bossait comme un dingue, il pouvait se permettre de demander aux autres de bosser également comme des dingues. Oui, et d'ailleurs, il le fera
on va dire, une affaire qui a été mise au jour assez récemment, d'ailleurs, quand on était en train de travailler sur le livre, c'est montrer que Jaurès a été chef d'entreprise. Il a été directeur de l'Humanité. Et il y a eu une affaire avec un des rédacteurs, et Jaurès a pris sa part dans, on va dire, une sorte de conseil de discipline où il a appelé, après avoir étudié le cas à fond, il a étudié à fond aussi tout ce qui était reproché à ce rédacteur pour apporter la sanction la plus juste à la personne qui était incriminée. Donc, l'exigence, elle se comprend aussi bien dans son travail personnel, ça on l'a vu tout au long des exemples qui ont émaillé notre propos, mais aussi dans son travail de manager, qui est celui de dire je ne prends pas une décision dans l'arbitraire, je prends une décision dans le droit, objectivée et raisonnable. Et là, il s'est comporté comme un patron. C'est comme un vrai manager et peut-être plus qu'en leader. Mais ça, c'est. Bon, voilà le 7e pilier de management de Jaurès. Donc, ces 7 piliers sont tous très cohérents et globaux, en fait. Hein. Ça donne un autre relief de l'action de Jaurès. On va conclure rapidement sur une question hyper intéressante et de synthèse, en fait. Hein. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jaurès était un manager ou est-ce que c'était un leader? Peut-être que ça, dans le chat, vous pouvez peut-être donner votre avis. Oui, bien sûr. De prime abord, après ce qu'on vient de vous dire, c'est plus un leader ou un manager? Alors, c'est vrai que le manager, lui, il a des objectifs, il a un petit côté gestionnaire, il a des tableaux de bord. Ce n'était pas du tout le cas de Jaurès, en fait. Hein, qui lui, Jaurès, il disait plus allons-y plutôt qu'allez-y, en fait. Hein, donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il était peut-être un petit peu plus leader que manager, en fait. Hein, je crois que ça fait l'unanimité dans le chat. Leader, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Mais peut-être que ça va nous permettre d'arriver à une synthèse intéressante. Peut-être que le bon manager en entreprise, c'est celui qui est un bon manager, qui sait gérer, mais qui également facilite l'adhésion. Et il faut faciliter l'adhésion, c'est un leader. Et peut-être qu'on devrait inventer un nouveau mot qui va conjuguer leadership avec management, en fait. Hein. Et la bonne personne, le bon dirigeant, on va dire, pour faire simple, le bon dirigeant, c'est celui qui sait et à la fois leader et à la fois manager. Et surtout, Jaurès, en fonction de la situation, c'est être un excellent manager. Il sait s'effacer pour faire gagner le collectif. C'est un exemple, mais on va dire, qui tient presque de l'anecdote. C'est un homme qui a une stratégie. Sa stratégie, c'est dire, on va fusionner les petites PME qui font du socialisme. Je le fais avec le discours du chef d'entreprise. On va fusionner toutes les petites PME qui font du socialisme pour créer une grande multinationale, ou en tout cas une bonne société française qui va s'intégrer dans une multinationale qui s'appelle la SFI. Il fait ça en 1905. Pour ce faire, une année avant, il a sa stratégie de leader. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, je vais créer l'humanité. 1905, sa stratégie sur le long terme, c'est fonder cette fameuse entreprise, la SFI. Il y arrive. Il le fait. Il ouvre ses colonnes à l'intérieur de l'humanité. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il est minoritaire. Il se met en minorité lui-même. Il ne va pas réclamer, comme n'importe quel leader, sa part derrière. Il dit, je prends mon temps. Et il attend quasiment 3 ans pour prendre la main de manière quasiment ferme sur la SFIO qui vient d'être créée. C'est-à-dire que c'est aussi un homme patient, déterminé, en leader, mais aussi en manager, puisqu'il va quand même manager avec d'autres courants du socialisme, qui sont le mutualisme, le coopérativisme et le syndicalisme, pour pouvoir fédérer ensemble. Voilà. OK. Allez, dernier point. Voilà.
c'est un peu le but, hein, la finalité du livre et la finalité du webinaire. Je pense qu'on peut s'inspirer de certaines techniques de Jaurès et elles ont leur actualité aujourd'hui, en fait. Hein. Donc, on ne va pas copier intégralement tout ce que faisait Jaurès, en fait, hein, mais s'inspirer de cette notion de relation avec les autres. Elle est fondamentale, en fait. Hein. Elle est fondamentale et d'une très grande actualité. Voilà. Parce que dans une société où, on va dire, il y a une perte de repères, tout se fait dans l'instantanéité, l'absence de recherche, la fake news, l'exigence que porte Jaurès sur la vérité, l'exigence qu'il porte sur le travail, sur les notions de donner du sens à sa propre action, fédérer, accompagner, construire, porter au loin sa vue et ses projets pour la société. C'est peut-être aussi quelque chose à décliner à la fois dans l'entreprise, peut-être d'une grande actualité pour les échéances qui nous rattrapent. Y compris pour les hommes politiques d'aujourd'hui et de demain. Super. Alors, je crois qu'on a tout dit, en fait. Hein. On a tout dit. Hein. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de découvrir, d'approfondir ces 7 piliers de management. C'est de transformer le leadership avec le management en se basant sur les enseignements de Jaurès. Voilà. Et bien sûr, commandez vos exemplaires pour développer vos compétences. C'est la moindre des choses, en fait. Hein. Voilà. OK. Donc, pareil, donc les livres que je vous ai montrés, vous pouvez vous les procurer. Voilà. Nos prochains webinaires, on fait un webinaire en mars sur le management optimiste, puisque certains savent que maintenant, je suis le nouveau délégué départemental de la Ligue des optimistes de France. Ça ne s'invente pas, il faut le faire en fait. Hein. Donc j'ai rédigé un livre sur le management optimiste. En avril, recruté avec conscience, éthique, RSE et diversité. Et en mai, le management sur le théâtre avec Jean-Luc Cohen-Ramon. Voilà. Donc, vous allez pouvoir poursuivre les échanges sur LinkedIn ou sur notre site, mais vous allez recevoir dès tout à l'heure le replay. Et donc, le replay, ça va nous permettre de mieux comprendre, d'approfondir certains éléments. Merci. Mon cher Thomas, Oui, merci pour cette collaboration active. Je la vois un petit peu prise, mais c'est ce que j'allais dire. Tu la vois éraillée, alors que demain, j'espère on fait pareil. J'espère que tu seras fort. J'espère. Merci à vous tous. Donc, n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer un petit commentaire. On appréciera beaucoup vos commentaires. Merci voilà. beaucoup. Bonne continuation à tous. Merci.